Bienvenue dans ce décryptage historique. Aujourd'hui, on plonge sans attendre dans une analyse comparative absolument fascinante. L'idée, prendre l'année 1789, non pas pour faire un cours magistral, mais pour s'en servir comme d'un véritable miroir, afin d'observer nos propres dynamiques sociopolitiques. C'est un exercice intellectuel de haut vol. On utilise l'histoire pour essayer de capter de manière totalement neutre les immenses tensions de notre époque. Alors, pour structurer tout ça, voici le programme. On va d'abord définir ce fameux miroir de 1789, puis on regardera les ressemblances structurelles. Ensuite, on décortiquera un scénario très précis en 4 actes, en nuanceur avec les vraies différences de notre époque contemporaine, pour finir sur l'unique variable décisive. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le miroir de 1789. Ce qu'il faut bien garder en tête ici, c'est que la source qu'on étudie aujourd'hui, c'est avant tout une méthode d'historien. L'objectif, c'est pas du tout de jouer les prophètes et d'annoncer littéralement une nouvelle révolution française avec des barricades et des flambeaux. Pas du tout. L'idée, c'est d'observer des données objectives du passé pour prendre de la hauteur sur les rouages complexes de la gouvernance moderne. En gros, quand on comprend la mécanique qui fait qu'un système se bloque complètement à une époque donnée, on est beaucoup plus à même de repérer les signaux d'alerte, faibles ou forts, d'aujourd'hui. Et ça nous amène naturellement à notre deuxième point, les ressemblances structurelles. Et honnêtement, vous allez voir, certaines similitudes sont assez frappantes. Regardons ce chiffre, 80%. C'est vertigineux, on est d'accord? En 1789, si Louis XVI convoque les États généraux, c'est pas par un soudain élan démocratique. C'est tout simplement parce que l'État est en faillite technique. À l'époque, la dette absorbait 80% des recettes du royaume, en grande partie à cause du financement des guerres extérieures. Le parallèle avec les budgets modernes est direct. Aujourd'hui, on se retrouve avec un service de la dette qui vient geler des milliards d'euros dans les budgets nationaux, le tout sur fond de turbulences internationales qui n'arrangent vraiment rien à une équation économique déjà ultra tendue. Et là, on touche du doigt le parallèle structurel majeur. À l'époque, le vrai point de blocage, c'était le refus catégorique de la noblesse et du clergé de voir leurs revenus imposés. Aujourd'hui, l'analyse trace un parallèle direct avec les 270 milliards d'euros d'aide aux entreprises et aux grandes fortunes. Et c'est un sujet qui crispe tout le spectre politique actuel. On le voit très bien quand un Gabriel Attal fustige ce qu'il appelle des cadeaux systématiques, ou quand une Marine Tondelier se fait huer pour avoir simplement posé la question de la conditionnalité de ses aides. En fait, le système d'aujourd'hui défend ses milliards avec la même ardeur et souvent les mêmes arguments de préservation économique que l'ancien régime. Mais attention, une crise budgétaire, ça ne suffit pas pour faire basculer un pays. Il y a un autre concept fondamental, la visibilité de l'inégalité. En 1789, le peuple parisien qui avait faim voyait de ses propres yeux l'opulence des carrosses et de Versailles. C'était devenu viscéralement insupportable. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que nos réseaux sociaux, c'est un peu le nouveau Versailles. Sur les écrans, on voit défiler en continu les yachts, les jets privés, l'explosion indécente des patrimoines d'une poignée de personnes, et sur ces mêmes écrans s'informent près de 10 millions de citoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. La misère et l'ultraluxe cohabitent à nouveau, exactement dans le même espace mental. Ceci nous conduit à notre troisième partie, la mécanique de la crise. L'analyse ne s'arrête pas au constat, elle propose un véritable scénario moderne. Ce qui est fascinant ici, c'est que la source décortique l'escalade exacte des tensions en 4 actes bien précis. Ça part du moment budgétaire, ça passe par la viralisation des griefs, l'étincelle, pour finir sur la fameuse nuit du 4 août. On va regarder ça étape par étape. L'acte 1, c'est ce qu'on appelle le moment budgétaire. C'est l'instant où l'impasse financière devient purement politique. Historiquement, ce sont les États généraux. Le roi perd totalement le contrôle du débat. La version moderne, une dégradation financière tellement grave qu'un collectif budgétaire deviendrait inévitable. Du coup, l'Assemblée nationale deviendrait complètement incontrôlable. On verrait des alliances improbables se former pour imposer des amendements radicaux. C'est le moment exact où les représentants prennent conscience de leur puissance purement arithmétique face à l'exécutif. Ensuite, on passe à l'acte 2, la cristallisation de la colère. En 1789, ce sont les fameux cahiers de doléances qui ont mis des mots sur les souffrances, en désignant le système fiscal comme le véritable ennemi. Aujourd'hui, cette conscience collective prend forme grâce au journalisme d'investigation ou aux économistes qui chiffrent ce qu'on appelle le grand détournement de l'argent public. Et la diffusion est virale. Des infographies ou de simples fils de discussion transforment des données ultra complexes en une indignation totalement partagée. Des acteurs politiques de terrain, comme un Bali Bagayoko par exemple, s'emparent ensuite de ces chiffres pour les traduire en langage politique radical, en pointant clairement du doigt les adversaires.
Puis vient l'acte 3, l'étincelle. Juste avant la prise de la Bastille, il y a eu la journée des Tuiles à Grenoble en 1798, un moment où la population a littéralement attaqué l'armée avec des tuiles. Ce n'est pas encore la révolution totale, mais ça prouve une chose, la déférence traditionnelle envers l'autorité a disparu. Dans notre miroir moderne, ces étincelles, ça peut être une réforme controversée de trop, une flambée brutale des prix de l'énergie ou encore le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des secousses qui prouvent que le point d'ébullition est atteint et souvent de manière très fulgurante. Et là, on arrive à l'acte 4, l'étape la plus critique définie par la source comme la nuit du 4 août à l'envers. En 1789, la nuit du 4 août, c'est la noblesse prise de panique qui renonce soudainement à ses privilèges. C'est une révolution par le haut pour éviter que la base ne détruise tout. L'analyse souligne que des voix libérales modernes, comme Alain Minsk ou Jean Pisani-Ferry, commencent à se demander très publiquement si nos élites actuelles auront la lucidité de faire de même. Vont-elles concéder des réformes fiscales et économiques d'elles-mêmes avant que la pression ne devienne intenable? C'est vraiment la grande inconnue. Mais bon, ce miroir a aussi ses limites, ce qui nous amène à la 4e partie, les différences majeures avec 1789. Évidemment, l'époque a sacrément changé et l'image est plus complexe. D'abord, là où le tiers-État avait réussi à s'unifier, la colère politique d'aujourd'hui est profondément fragmentée entre des mouvements qui peinent vraiment à converger. Ensuite, contrairement à Louis XVI, l'État contemporain possède des outils technologiques de surveillance absolument colossaux, ce qui rend une insurrection populaire classique, disons, beaucoup plus difficile. Et enfin, si ça devait craquer aujourd'hui, ça ne finirait pas avec des guillotines sur la place publique. La violence moderne, ce serait plutôt un effondrement institutionnel massif de la République, une incapacité totale à gouverner ou l'émergence de formes d'autoritarisme. Ce qui nous amène directement à notre 5e et dernière partie, la fameuse variable décisive. Tout se résume vraiment à cette citation. En 1789, le refus obstiné des privilégiés de participer à l'effort commun a été le vrai catalyseur de la chute. La question d'aujourd'hui est strictement identique. Face à une pression sociale qui monte, est-ce que les bénéficiaires de notre système économique, notamment ces fameux 270 milliards d'aides, accepteront une remise en question ? Accepteront-ils de nouvelles règles de taxation pour sauver la machine globale ? Ou bien choisiront-ils de tout bloquer en agitant la menace de l'exil fiscal et de la ruine économique ? Et c'est sur cette question fondamentale que s'achève notre décryptage. Les analystes qui étudient ce parallèle n'ont malheureusement aucune réponse rassurante à nous offrir. Le miroir de 1789 renvoie un avertissement extrêmement sévère. Sans concession volontaire de ceux qui sont au sommet, c'est l'ensemble de notre architecture institutionnelle qui risque l'effondrement. Ça laisse de quoi réfléchir profondément sur les prochains équilibres budgétaires. N'est-ce pas ? L'histoire est là, riche d'enseignements. Reste à voir si on saura collectivement en tirer les leçons.